Vous avez certainement entendu parler du plateau de Mille Vaches, de Télé Mille Vaches, de la scierie coopérative Ambiance Bois. Eh bien, voici Michel Lulec, entretien réalisé la semaine dernière à la librairie Les Volcans. Michel Lulec qui fait également partie des éditions Repas. Tout de suite, l'invité du jour. Eh bien, Michel Lulec, bonjour. Bonjour. On vous définit comme un activiste et intellectuel du Limousin. Activiste, ça vous dérange ? Non. Ni plus activiste ni plus intellectuel qu'un habitant qui fait des choses. Et oui, activiste a un petit côté brasser du vent pour pas faire grand chose. Donc un acteur. Alors moi je l'avais pas repris non, je l'avais pas repris avec cette idée-là derrière. Alors je vais dire un très actif. Ça vous irait mieux ça ? Ça ira très bien. Un très actif du Limousin. Vous avez cofondé Télé Mille Vaches, c'était en 86, l'une des plus anciennes télé locales encore en marche aujourd'hui, encore en activité. Qui fête ses 30 ans cette année. Ouais, bravo. Vous dirigez aussi la publication IPNS, un journal régional d'information et de débat. Alors IPNS qui change à chaque fois de nom. Oui, c'est-à-dire que c'est l'acronyme IPNS pour imprimer par nos soins, mais en fait c'est pas nous qui l'imprimons, c'est un imprimeur, donc c'est pas imprimé par nos soins. Donc à chaque fois on décline IPNS avec des mots différents. On est en train de sortir le 57e numéro, c'est un trimestriel, et donc 57 fois on a trouvé des déclinaisons différentes. Ouais, vous manquez pas d'idées. J'ai lu aussi que vous étiez un militant de la décroissance. Oui, enfin, je fais partie de gens qui pensent que c'est pas dans la croissance et le développement à tout grain qu'on trouvera notre bonheur, et donc de temps en temps, il faut peut-être lever le pied de l'accélérateur. On a pu vous lire dans Sillon, Travailler autrement, en 2003, qui revient sur l'histoire de Ambiance Bois, une SAPO, un statut qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'est pas très répandu en France, dont là aussi vous êtes un des fondateurs. C'était en 85, à peu près la même période que Télé Mille Vaches. Oui, à peu près, un petit peu plus tard. L'entreprise a vraiment démarré juridiquement en 88, et en 1989, on a commencé à 6, puis à 8 au bout de la première année. Alors moi, j'y ai travaillé 20 ans, et aujourd'hui, ça continue, et ils sont 25. Puis vous animez, ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, le réseau Repas, réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires, un réseau qui, entre autres, a une maison d'édition, enfin édite des livres. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors le réseau Repas, c'est d'abord un réseau d'entreprises ou de structures et de groupes, de collectifs qui sont souvent inscrits dans le champ économique la plupart du temps, et qui avaient pour vocation que les uns et les autres on se rencontre et qu'on puisse échanger sur des thèmes qui nous sont communs, comment on prend les décisions de manière collective, comment on se répartit l'argent dans l'entreprise, comment on se paye, etc. Et puis c'est un réseau qui était aussi interpellé par des gens de l'extérieur au réseau, et c'est comme ça qu'on a développé 2 actions plus tournées vers l'extérieur, qui sont d'une part un compagnonnage alternatif et solidaire plutôt ouvert à des gens jeunes qui veulent voir un peu comment on peut travailler autrement et qui viennent voir dans les entreprises du réseau ce qui se passe. Et puis la deuxième action qui est effectivement cette collection de livres qu'on a appelée Pratique utopique, pour témoigner de fonctionnements différents, d'initiatives économiques ou pas, où sont mises en avant et privilégiées des démarches collectives, alternatives, et qui essayent de contribuer comme ça à un monde un petit peu plus humain, un peu plus autonome, un monde où les individus ont plus de prise sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils sont. Oui. Donc du coup, le dernier ouvrage qui vient de paraître, c'est Comme un village sur l'habitat groupé. Mais avant, on avait pu voir des livres sur quelles thématiques, citez-nous-en quelques-uns. Alors les thématiques sont très variées. Le principe de la collection, avant d'en citer quelques exemples, c'est vraiment que ce soit les gens qui sont acteurs de leurs histoires qui la racontent. Alors il n'y a pas toujours au sein des équipes des gens qui prennent la plume et qui peuvent le faire, mais souvent c'est des livres qui sont écrits à plusieurs mains, collectivement, ou ce sont des livres qui parfois ont été écrits par l'un des membres de l'équipe, mais qui portent un peu l'histoire de l'équipe. Alors pour partager ces expériences. Oui. L'idée, vous voyez, c'est un petit peu réagir contre de toute façon c'est comme ça et on peut pas faire autrement.
On entend tellement ça, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, une entreprise sans patron, ça peut pas fonctionner. De toute façon, une entreprise qui se développe pas et qui n'augmente pas son chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui crève. De toute façon, la vie est comme ça et c'est comme ça. Ben non, nous on dit, mais il y a plein d'initiatives qui montrent que ces espèces de fatalisme dont on nous assomme ne sont pas vrais. Et la meilleure manière de le démontrer, plus que la théorie ou des discours, c'est de dire, regardez, eux, voilà, 25 ans qu'ils fonctionnent sans patron et ils fonctionnent très bien. Voilà, regardez, eux, ils fonctionnent de manière autogérée et ça fonctionne très bien et ça permet à chacun d'avoir son mot à dire dans le fonctionnement de la structure. Alors, du coup, ce sont des histoires soit d'entreprise, par exemple, il y a eu effectivement un livre auquel j'ai participé sur l'aventure d'Ambiance Bois, une société anonyme à participation ouvrière où le PDG est tiré au sort d'un chapeau tous les 2 ans. C'est l'histoire d'Ardelaine, une SCOP qui en Ardèche a revivifié toute la filière laine de ce département. C'est l'histoire d'un vigneron qui s'installe à son compte tout seul près de Montpellier, mais qui développe tout un réseau de clients autour de lui qui deviennent copropriétaires des cèpes qu'il travaille. Et puis ce sont aussi des aventures ou des histoires qui ne sont pas forcément liées à des entreprises. Par exemple, il y a le lycée autogéré de Paris, qui est un lycée public de l'éducation nationale qui depuis 1982 fonctionne de manière autogérée, profs et élèves décidant de comment fonctionne le lycée. Il n'y a pas du personnel pour passer la serpillière, ça se partage entre les profs et les élèves. On va au cours, il y a une liberté d'aller au cours, donc ça veut dire que les profs doivent se poser des questions si les élèves ne viennent plus. Enfin, il y a vraiment un lycée où profs et élèves décident ensemble de qu'est-ce qu'on va apprendre, comment on va l'apprendre et comment on va fonctionner dans la structure. C'est aussi l'histoire de Télé Mille Vaches, vous l'avez évoqué, donc télévision locale. Parmi nos titres les plus récents, l'histoire d'un restaurant-librairie autogéré qui a existé de 1978 à 1982 à Nice, puisque finalement on s'est aperçu aussi qu'il y avait des histoires dans le passé qui pouvaient résonner et nous enrichir dans nos pratiques d'aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on a raconté l'histoire de Gaudin, le créateur du familistère de Guise au 19e siècle, qui est une expérience qui a duré jusqu'en 1968. Et puis l'histoire des communautés de travail de Bois-Mondeau à Valence, qui sont là aussi une expérience d'inventer une manière de travailler différente et de concevoir le travail non pas comme quelque chose de restreint dans un cadre très réduit, mais comme un élément important de la vie qui doit prendre en compte d'autres considérations que les seuls aspects économiques. Et donc à travers ces livres, vous espérez, avec des ouvrages qui sont accessibles vraiment au plus grand nombre, de semer des graines dans la tête des uns et des autres pour que peut-être si on a envie, on passe à l'action. Oui, c'est peut-être un moyen de désinhiber les gens qui seraient un peu bloqués, justement par rapport à cette idée de c'est pas possible, on peut pas faire autrement. Voilà, c'est un peu ça. Puis il y a une deuxième raison un peu stratégique aussi, je vais dire, mais qui correspond à ce que vous venez d'évoquer, c'est que dans une société comme la nôtre, où l'image, les réseaux numériques prennent beaucoup d'importance, le livre, quoi qu'on en dise, l'écrit, demeure quelque chose d'extrêmement fort. Et quelque part, ces histoires-là, en les mettant dans un livre, c'est aussi un moyen de les faire exister au-delà de leur temps et de leur durée, et au-delà d'elles-mêmes. C'est anecdotique ce que je dis là, c'est parce que certaines des expériences qui sont racontées dans le livre, finalement, elles sont devenues visibles à d'autres parce qu'il y avait un livre. Oui. Du reste, ce qui est assez étonnant et ce qui est assez amusant, c'est que par exemple dans le compagnonnage du réseau repas, où des jeunes viennent passer 6 mois dans ces entreprises, il y en a plein qui envoient leur candidature, et dans lequel ils disent mais j'ai lu le livre sur Ardelaine et ça m'a intéressé, j'aimerais bien voir voilà. Donc vous voyez, le livre a plusieurs fonctions. Après le livre, c'est effectivement une graine qu'on lance en l'air et puis on ne sait pas trop ce que ça produira, mais au moins on a fait le geste de le produire.
Le MAG, où les invités ont le temps de s'exprimer. On a l'impression depuis ces dernières années qu'il y a des films, il y a des livres, il y a des personnalités qui commencent à porter un discours un peu nouveau en disant voilà, n'importe quel citoyen peut agir à son niveau. Je pense à Pierre Rabhi, je pense au film Demain qui a été récompensé, Colline Serrault aussi, Robin, Alexandre Jardin aussi qui fait tout son périple en France. Enfin bon, et il se trouve que vous, Michel Lulec, ça fait déjà très longtemps que vous êtes dans cette dynamique. Enfin, je le perçois comme ça, mais c'est peut-être pas le cas. Hein, vous pouvez me dire comment se fait-il que vous Michel Lulec, vous y ayez cru très tôt, que vous soyez lancé là-dedans très tôt. Mais il y a toujours des gens qui ont cru très tôt, tout le temps. Enfin, je veux dire, au 19e siècle, quand le capitalisme, la révolution industrielle s'installe de manière vraiment caricaturale, hein, en France, il y a des gens qui s'organisent, qui s'auto-organisent, qui font des coopératives pour travailler ensemble en maîtrisant leur outil de travail. À Lyon, en 1848, il y a la première coopérative de consommation qui sont des ouvriers qui décident d'acheter ensemble. Voilà. Donc, ça a toujours existé. Mais on l'avait un peu perdu de vue alors. Ça a toujours existé, mais c'est pas visible, effectivement. C'est souvent, c'est pour ça que nous on fait des livres aussi. C'est pas visible, mais ça a toujours existé. Je dis ça parce que voilà, on n'est pas les premiers à y avoir réfléchi. Et du reste, c'est amusant parce que des fois, on redécouvre des choses du passé en disant mais tiens, finalement, on n'a rien découvert, mais on fait la même chose que ce qu'eux ils faisaient. Alors évidemment, le contexte n'est pas le même, donc du coup, c'est pas tout à fait les mêmes histoires, hein, mais voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent, je pense que tout le monde a l'impression que on peut pas continuer comme ça, qu'on va dans le mur. Hein, c'est des expressions qu'on entend beaucoup. Alors après, à la fois il y a ce frémissement positif avec des noms ou des films comme ceux que vous citez, et puis à la fois il y a aussi, quand on regarde la situation politique de notre pays, une droitisation extrême, un discours sur les migrants par exemple, qui est de plus en plus, on sent une certaine haine qui se déverse par rapport à ça. Donc moi je suis pas forcément optimiste ni pessimiste par nature non plus, mais je vois qu'on est dans une situation qui est quand même très clivée, c'est-à-dire à la fois il y a des gens qui pensent qu'il faut arrêter, qu'il faut faire autre chose et qui jettent comme ça des initiatives, et puis d'autres, mon Dieu, qui cherchent plutôt à fermer des portes. Je disais dans Le Monde il y a quelque temps qu'il y avait un discours de plus en plus agressif envers, par exemple, les pauvres. On considère que les pauvres sont tous des assistés, mais que s'ils sont assistés, c'est qu'ils le veulent bien. Et à la fois à droite, ce qui est naturel, on va dire, mais à gauche aussi, ce discours-là n'est pas sans imprégner des prises de position des uns et des autres. Donc voilà, je crois que comme les coopérateurs du 19e siècle qui n'ont pas empêché la grande industrie et l'exploitation du prolétariat, nous on va pas non plus empêcher notre société d'avoir des travers et des orientations qui ne sont pas forcément celles que nous on souhaiterait, mais au moins il faut lancer des actions, lancer des discours pour essayer de faire en sorte qu'au moins ça se fasse pas avec l'unanimité de tout le monde. Pour revenir au dernier livre qui vient de paraître, donc Commun Village, commun CO2MUN plus loin village, sur l'habitat groupé. Là, vous étiez bien aussi dans la ligne éditoriale des éditions Repas. C'était un thème qui vous arrivait tout naturellement ? Oui, et alors, par rapport à ce que vous disiez juste avant sur on sent qu'il y a un frémissement, etc. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens,
il y a un certain nombre, tout est relatif, il y a un certain nombre de personnes, d'individus qui se posent des questions autour de l'habitat groupé, l'habitat participatif, etc. Il y a des gens qui expérimentent la colocation pour des raisons purement économiques, parce que le logement devient de plus en plus cher, et puis qui se disent, tiens, pourquoi pas imaginer de le vivre au-delà de simplement cette période où je suis étudiant, où je démarre dans la vie, etc. Et donc il y a l'association pour l'habitat groupé, tout ça, ça témoigne un petit peu de ça. Et ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est qu'il y avait un peu cette même effervescence, mais il y a eu un creux, on l'avait oublié, etc. Et en fait, on s'est dit, mais aux gens qui aujourd'hui se posent la question de comment on pourrait faire de l'habitat groupé, participatif, etc., il faut leur dire qu'il y a une histoire et qu'il y a des gens qui, il y a 40 ou 50 ans maintenant, avaient un peu le même désir qu'eux et l'ont fait. Sauf que du coup, ces gens-là, on les a un petit peu oubliés. Donc le livre, il était vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire de donner à ceux qui aujourd'hui se posent cette question l'exemple ou la référence ou de cette histoire-là qui a effectivement plus de 40 ans. Et puis c'est peut-être aussi des pistes parce que l'habitat aujourd'hui, la façon dont on le fait répond peut-être plus aux envies. Quand on voit des zones pavillonnaires immenses avec des gens qui se croisent absolument plus du tout, peut-être puis pour réinvestir aussi l'espace public. Enfin, il y a des questions qui trouvent peut-être des pistes dans l'habitat groupé. Oui, certainement. C'est vrai que on a construit, je sais pas, des barres HLM qu'aujourd'hui on dynamite. Je crois qu'il y en a une à Clermont-Ferrand qui doit bientôt disparaître. La fameuse muraille de Chine qui sera détruite. Oui. Voilà. Du coup, c'est vrai que l'habitat participatif, c'est un habitat. Et comme dans beaucoup d'histoires collectives, coopératives, etc., qui réinjectent du collectif, de la proximité, de la solidarité, du voisinage, sans pour autant proposer un espèce de système, je dirais, collectiviste où l'individu ne se retrouve pas. Au contraire, quand on lit toutes ces histoires, je pense à Comme un village, mais je pense à d'autres livres de la collection, on voit bien que c'est des individus, chacun avec leur histoire, qui se croisent et qui construisent ensemble. Et de ce point de vue, c'est vrai que Comme un village a l'intérêt de montrer une histoire collective, mais avec des individus. C'était aussi le choix de la personne qui a écrit le livre pour essayer de raconter ces différents habitats dans un habitat un peu fictionnel, imaginé, mais qui reprend à peu près les trajectoires de tous les habitats participatifs de ces années-là, de faire le choix de mettre des personnages avec leur nom, leur prénom, et de les voir vieillir au fur et à mesure des années, grandir, avoir des enfants, voir leurs enfants partir, etc. Donc c'est à la fois identifié, c'est des individus, et les histoires collectives, elles ne fonctionnent bien que quand il y a cet équilibre où à la fois on trouve dans l'autre la satisfaction d'être avec lui, de faire des choses ensemble, mais où chacun individuellement on trouve aussi un équilibre et son plaisir aussi. Oui, et puis pour que ça marche, on en parlait tout à l'heure avec Cécile Vialon, il faut une forte implication des habitants, il faut une forte implication des gens qui participent au projet. Mais est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à travailler ensemble ? C'est une question un peu naïve, mais j'ai l'impression que c'est souvent c'est la plus grosse difficulté finalement dans les scopes, dans tous ces systèmes où les gens, où on leur demande une implication, et je pense qu'on n'est pas habitué. Alors, c'est vrai qu'il faut être impliqué. À partir du moment où on joue la co-responsabilité, ça veut dire qu'il faut être responsable un peu. Si on veut être pas du tout responsable, c'est sûr que ça va pas marcher. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens qui disent oh ça peut pas marcher, on peut pas s'impliquer, etc. C'est des gens qui l'ont jamais fait, qui l'ont jamais essayé. Moi, j'ai un peu l'impression que quand on essaye ça et que ça fonctionne, après on n'a plus envie d'aller faire autre chose.
chose. Alors ceci dit, il y a une chose réelle, c'est que notre système éducatif, on va dire, ne favorise guère cela. Enfin, moi, j'ai des enfants, je les ai vus passer. Bon, alors à l'école primaire, c'était un peu différent. Il y avait la pédagogie Freinet, etc. Mais au collège, au lycée, voilà, ce qui compte, c'est les notes. C'est une hiérarchie, c'est chacun pour soi. C'est une espèce de. On leur dit, il faut travailler parce que comme ça, vous aurez la possibilité de trouver votre place dans la société, mais on leur dit pas faites des choses ensemble, imaginez des choses ensemble, etc. J'ai une anecdote, alors c'est pas un de mes enfants, mais c'est le fils d'une amie qui s'est dit après le bac, je vais faire une année sabbatique, je vais aller passer 3 mois en Allemagne, je vais aller faire ci, je vais faire ça, ce qu'il est en train de faire actuellement. Et quand il allait voir le conseiller d'orientation en lui disant qu'après le bac, il allait peut-être arrêter, qu'il allait peut-être aller découvrir le monde, voilà, qu'il allait essayer de passer du temps avec des gens qu'il connaît pas, il lui a répondu en lui disant oh là là, il faut pas faire ça parce que non, il faut que vous rentriez dans les études, voilà. Alors on est dans, alors là c'est pas sur collectif individu, mais ce que je dis là, mais ça illustre quand même qu'il y a des rails dans notre société et que effectivement les rails ils conduisent pas forcément à la coopération, à l'associativité, etc. Ce qui va aussi dans ce sens-là, enfin qui peut illustrer ce que je viens de dire, c'est que dans beaucoup de ces histoires-là, on s'aperçoit que les gens ont eu des expériences dans leur enfance ou dans leur jeunesse qui sont liées à des expériences collectives qu'ils ont réellement eues. C'est-à-dire souvent dans des mouvements d'éducation populaire, des gens qui, pour les plus anciens, ont été dans les mouvements, par exemple la JAC, la JOC, qui étaient des mouvements chrétiens, ces mouvements-là, mais qui étaient des mouvements d'organisation, on se retrouvait ensemble pour faire des actions. Je pense à des gens qui étaient dans des mouvements de jeunes, etc. Et souvent, on les retrouve là-dedans. Parce que quand ils ont... Moi, c'est mon itinéraire. C'est votre cas aussi. Mais moi, les gens avec qui on a démarré Ambiance Bois, on s'est rencontrés dans... Alors, c'était un mouvement de scoutisme à l'époque. Mais bon, peu importe ce que c'est comme mouvement. C'était un mouvement où on se retrouvait entre jeunes à décider de ce qu'on avait envie de faire. Je me rappelle, à 12 ans, on organisait ce qu'on appelait des forums où les gens qui nous encadraient nous faisaient mettre en rond pour qu'on discute ensemble de où est-ce qu'on allait partir en vacances pendant l'été suivant, qu'est-ce qu'on allait faire et où on décidait. Et si on n'était pas d'accord, on se mettait à voter. Et puis s'il y en a qui n'étaient pas d'accord, ça. Alors nous, on appelait ça des foirums parce qu'effectivement, il y avait un petit côté anarchique là-dedans. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai appris là ? J'ai appris la prise de décision collective, j'ai appris la nécessité de négocier, de discuter pour arriver à prendre une décision. Et d'écouter aussi, enfin d'échanger. Et forcément d'échanger, d'écouter. Et au final, ce que j'ai appris, c'est que ce qu'on décidait de faire ensemble, on le faisait l'été suivant. Et on se dit, pourquoi on peut faire ça ? Alors, je pense que ça, c'est des lieux de formation et c'est pas effectivement l'éducation nationale qui est performante là-dessus. Et ça peut marquer après tout un parcours de vie. Oui. J'avais pensé à une question tout à l'heure que j'ai oubliée concernant l'habitat groupé. Cécile Vialon m'a dit que vous-même vous habitiez dans un habitat groupé. Effectivement. Ouais. Ça vous dérange de m'en dire quelques mots, de me dire non, je peux en dire quelques mots. Enfin bon, moi j'ai quasiment tout le temps vécu là-dedans. Donc avec les gens avec lesquels on a commencé Ambiance Bois, on habitait dans la même maison. Alors quand on était 6, c'était une maison normale. Bon, aujourd'hui on est un peu plus nombreux parce qu'on a eu des enfants, etc., qui ont grandi, qui commencent à partir un peu maintenant. Et donc on a toujours effectivement vécu dans une maison partagée, collective, où on partageait du reste, on partageait même plus au-delà du logement, on partage aussi les voitures, une partie de nos revenus, beaucoup de repas, etc. Mais voilà, c'est un mode de vie qui nous convient et qui nous
plaît et qu'il ne s'agit pas de reproduire pour tout le monde, mais c'est un mode de vie qui, moi, quand j'en fais le bilan aujourd'hui, m'a apporté beaucoup plus que ce que dans l'idée que les gens peuvent se faire de l'habitat collectif, j'aurais pu éventuellement perdre. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis de vivre comme ça, et si demain j'ai plus envie de vivre comme ça, personne ne me retient. Ouais. Donc non, je trouve que c'est très important. Ça permet, ça permet aussi, par exemple, nous on mutualisait des revenus, nos revenus, donc ça nous permet de travailler moins, parce qu'en mutualisant des revenus, en mutualisant une partie du logement, finalement on fait aussi des économies. Donc on a besoin de moins de voitures, donc un peu moins d'argent à mettre dans les voitures, par exemple. Si je poursuis ce raisonnement-là, du coup c'est plus facile de travailler à temps partiel et de pouvoir passer du temps à autre chose qu'au travail. Voilà, c'est pour ça que tout le discours sur il faut travailler plus, qui est quand même un discours dominant aujourd'hui, me laisse assez perplexe. C'est-à-dire que c'est plutôt on appuie encore sur le champignon alors que c'est pas ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous avez une idée des prochains thèmes pour les éditions Repas, des prochains livres ? Oui, il y a plusieurs livres qui sont en projet, là, qui devraient sortir en 2017. Alors, il y en aurait un qui va justement, puisque ça fait 20 ans que le compagnonnage du réseau Repas existe. Donc, il y a un livre qui est en train de se presque finir autour de cette expérience du compagnonnage, de ce que ça a apporté aux gens qui y sont allés, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que ça a apporté ? Donc là, il y a un livre qui est fait par un collectif de 6-7 auteurs, les auteurs étant des gens qui ont lancé le compagnonnage ou des gens qui ont vécu le compagnonnage. Voilà. Il y a un livre qui est en train de s'écrire par Béatrice Barras, qui a déjà écrit dans la collection l'histoire d'Ardelaine. Ardelaine qui est une filature en Ardèche, etc., dans un petit village perdu dans la vallée de l'Eyrieux. Et cette filature, à un moment, a créé un atelier de tricotage dans une zone urbaine, à Valence, dans un quartier dit défavorisé, une cité, je ne sais quoi. Et il y a tout un travail qui a été mené avec des jardins, avec les habitants, etc. Et donc il y a un livre qui est en train de se raconter autour de cette histoire, en train de s'écrire autour de cette histoire. En train de se tricoter. Voilà, en train de se tricoter. Et puis voilà, il y a quelques autres projets qui sont plus ou moins avancés. L'idée de faire un livre un peu plus historique aussi, un peu comme celui qu'on a fait sur Gaudin ou sur les communautés de travail, autour d'une expérience dans le Jura, d'une coopérative qui est née au 19e siècle et qui a duré jusqu'aux années 1980 du 20e siècle, donc, qui s'appelle la Fraternelle et qui est une histoire assez intéressante de montrer comment une coopérative qui avait une vocation économique au début a peu à peu pris en charge des missions qui relèveraient, je dirais, soit d'une commune, soit autour de la culture. C'est eux qui ont créé un centre culturel, etc., qui a fonctionné. Voilà, ça c'est un historien qui est en train de travailler là-dessus, qui a déjà publié des choses là-dessus et qui va nous faire un livre pour la collection Repas, parce que nos livres ont pour but d'être quand même accessible aux lecteurs non spécialistes. Donc voilà quelques-uns des projets sur lesquels nous travaillons. Il y en a d'autres, mais qui sont un petit peu plus lointains. C'est toujours long d'écrire un livre, surtout quand on n'en a pas l'habitude ou donc c'est souvent des histoires qui prennent plutôt la plupart des livres qui sont là, il y a 3 ans de travail, quoi. Pas forcément de travail à temps plein, mais il faut mûrir. Et puis comme ce sont des histoires collectives, il faut que les uns et les autres ils s'y retrouvent. Donc il faut. C'est pas un auteur qui se met sur son bureau et qui en 2 mois a sorti sa copie. Et oui, le collectif, ça prend toujours plus de temps. Oui, ça prend du temps. Merci beaucoup, Michel Lulec. Voilà, merci. Pour retrouver les entretiens du MAG, rendez-vous sur www.radioarverne.com.